Dimanche 3 décembre 2017, nouveau rendez-vous du 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'est ici, une actualité largement dominée, vous le savez, par la visite du président français Emmanuel Macron. Des invités ce soir pour décrypter cette visite dans tous ses compartiments. Et puis, il sera aussi question de la situation des populations délocalisées dans le cadre du projet Samandéné. Il y a des grognes là-bas, on en parle avec le président du cadre de concertation, Abdraman Ouattara. Le 7 Info, bonsoir et bienvenue, c'est parti. Il était attendu, il est arrivé cette semaine, Emmanuel Macron au Burkina Faso, attendu surtout pour son discours sur l'Afrique, et il l'a fait à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, dans l'amphithéâtre libyen, construit par Muammar Kadhafi, devant des centaines d'étudiants. Le chef de l'État français et a présenté sa vision des relations franco-africaines. Plus de politique française de l'Afrique a-t-il lancé pour commencer. Il faut sortir des chaînes du passé, a dit Emmanuel Macron, qui propose un nouveau partenariat aux Africains. Un partenariat basé sur la vérité. C'est un discours diamétralement opposé à celui du Dakar prononcé par Nicolas Sarkozy en juillet 2007 que Emmanuel Macron est venu livrer à Ouagadougou. Si Nicolas Sarkozy s'est érigé à l'époque en donneur de leçons, Emmanuel Macron, quant à lui, propose une France partenaire et amie de l'Afrique. Pour le président français, fini la France-Afrique. Les relations entre l'ancienne puissance coloniale et le continent noir doivent être désormais sincères. Ce nouveau partenariat devra d'abord se traduire, selon le président français, par une réorientation de son aide au développement. Parfois, notre aide publique au développement ne répond pas aux besoins. Elle fait plaisir à des gouvernements, français ou africains. C'est une mauvaise méthode. Elle doit être évaluée. Elle doit être évaluée. Si elle est efficace, il faut la poursuivre. Si elle ne l'est pas, il faut la réorienter vers des projets portés sur le terrain et des projets que nous accompagnerons. Ce nouveau partenariat, Emmanuel Macron propose de le bâtir sur le socle de la jeunesse. Une jeunesse à qui il faut donner la formation nécessaire pour s'épanouir, en mettant surtout l'accent sur la scolarisation des filles. Je serai aux côtés de tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles. Je défendrai leur choix et je demanderai à l'Agence française de développement de soutenir en priorité les programmes visant à la scolarisation des jeunes filles. Je fixerai à nos ambassades l'objectif d'attribuer des bourses d'études en France en priorité à des jeunes filles. Si Emmanuel Macron propose à l'Afrique un nouveau partenariat, il reste également clair sur un principe. L'Afrique doit s'assumer. La solution ne viendra pas de l'extérieur, mais elle ne viendra pas non plus du statu quo ou des vieilles habitudes. Cette vision de l'Afrique qui s'assume, le président français l'a traduit par ses réactions sur certaines questions de l'actualité. Le franc CFA et l'esclavage des Noirs en Libye. Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Ce sont des Africains, donc il faut qu'on prenne nos responsabilités tous. On a commencé à le faire pour les démanteler. Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents post-coloniales qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez, arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer, je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Attendu sur sa vision de la démographie africaine, Emmanuel Macron joue les cartes de l'apaisement à Ouagadougou par rapport à ses déclarations antérieures. Il y a en France des familles où il y a 7, 8, 9 enfants par femme. C'est leur choix. C'est très bien, je n'ai pas à en juger, je n'en parle d'ailleurs jamais. Et je n'ai pas à en juger pour une famille et une femme africaine. Mais je veux être sûr
que partout en Afrique, ce soit bien le choix de cette jeune fille ou de cette femme. Je veux le choix pour une jeune fille de pouvoir, si elle le souhaite, continuer ses études, de continuer à se former, de trouver un emploi, de créer une entreprise, de pouvoir faire ce choix, elle et personne d'autre. Je veux partout en Afrique qu'une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ans ou à 14 ans et commencer à faire des enfants. Le nouveau partenariat proposé par le président Macron concerne également des domaines de coopération tels que le sport et la culture, avec la promesse de rapatriement en Afrique d'ici la fin de son mandat de tous les objets d'art africains qui se sont retrouvés frauduleusement en France. Pendant que certains étudiants écoutaient Emmanuel Macron au sein de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, d'autres manifestaient bruyamment leur hostilité à la présence du chef de l'État français. Une manifestation qui a occasionné des tirs de bombes lacrymogènes et des courses-poursuites entre étudiants et forces de l'ordre déployées sur les lieux. Avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou ce 28 novembre 2017. Alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur la politique française en Afrique, les étudiants anti-impérialistes se faisaient entendre sans embâche de l'autre côté de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Le franc CFA, c'est fini. Nous ne voulons pas que ce soit Macron qui prononce la fin du franc CFA, mais que ce soit nos dirigeants qui prononcent la fin du franc CFA. La gestion de l'Afrique ne concerne plus Macron, ne concerne plus la France. Nous n'avons pas élu Macron. Que Macron gère la France et que l'Afrique soit gérée par les Africains. Que les sociétés françaises quittent l'Afrique, arrivent à prendre l'uranium du Niger pendant que le Niger est dans le noir. Les sociétés prennent le bauxite de l'Afrique pendant que nous n'avons pas l'aluminium, pendant que nous n'avons pas les sociétés pour avoir les voitures. Nous ne voulons plus. Nous voulons aujourd'hui que les sociétés africaines à capitaux africains puissent avoir les activités d'exploitation de nos mines en Afrique. Nous ne voulons plus que nos dirigeants signent un seul arrêté ou un seul traité de commerce avec ces Européens. Nous ne voulons plus aller en émigration, nous ne voulons plus aller en esclavage en Libye. Nous voulons des emplois chez nous ici, avec des sociétés dont les revenus vont rester en Afrique, dont les profits vont rester en Afrique. À bas la France, à bas les... Des manifestants aussi bien nombreux que diversifiés, eux, décrivent l'inaccessibilité du campus. Ils ont été interdits par les forces de l'ordre, de quoi accentuer la colère des étudiants. Ils ont fermé les écoles à cause de Macron. Ils ont fermé des boutiques à cause de Macron. Pourquoi? Notre système éducatif là a plus de valeur par rapport à Macron. Macron, quand nos dirigeants partent en Afrique, là, ils sont en Europe, pratiquement en France, ils sont mal accueillis. L'exemple, c'est clair. Quand Roch est parti en France, c'est l'ambassadeur qui vit au Burkina qui est parti accueillir Roch en France. Pour s'adresser à qui? C'est pour les étudiants, non? Mais pourquoi on nous recale ici pour qu'on n'ait pas accès? Il est venu pour nous adresser. Pourquoi on nous maintient ici? On veut rentrer dans le campus. L'université est assez grande pour accueillir des millions d'étudiants. Lors de leur dernier sommet, qu'est-ce que Macron a dit des Africains? L'Afrique a un problème civilisationnel. Aujourd'hui, on l'accueille au Burkina Faso parce que nous avons un problème civilisationnel. Effectivement, nous l'avons. Non, nous n'avons pas de leçons à prendre de Macron. Non, nous n'avons pas besoin de Macron. Nous n'avons pas besoin de régimes encore impérialistes. Et c'est le début d'un bras de fer entre eux et les policiers. Tout de suite, la tension monte. Les forces de l'ordre craquent et ils lâchent le gaz lacrymogène. Après la dispersion, les manifestants tentent de riposter. Les FDS sont parfois lapidés, les routes sont barricadées et des objets brûlés sur les bitumes en riposte. Grâce à l'armada de moyens déployés pour contrecarrer tout débordement, les manifestants ont pu être repoussés. Mais ils maintiennent la pression tout autour de l'université pendant que le président français s'adressait aux autres étudiants. Un événement qui a également occasionné la fermeture des commerces dans les environs du campus, où les contestations anti-impérialistes gagnaient en ampleur depuis 2 jours. L'avenue Charles de Gaulle, qui passe devant le campus de Zorona, a même été rebaptisée ce 27 novembre, boulevard Thomas Sankara par des étudiants.
Premier invité de ce 7 Info pour l'analyse de ce discours, l'activiste béninois et leader de l'association KS Afrique non au CFA. KS entendait Kadhafi Sankara. Jaurès Sogbossi, avec lui, nous parlons de l'analyse économique du discours de Macron. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. On vous a vu sur ces images. Vous êtes venu spécialement du Bénin pour ce séjour. Aujourd'hui, l'Afrique demande que tous ses fils manifestent leur mécontentement face à ce qui se vit en Afrique. Et c'est ce qui fait que nous avons eu la motivation suffisante pour faire le déplacement de Cotonou jusqu'à Ouaga pour participer à ces événements qui conditionnent la vie aujourd'hui des Africains. Malheureusement, vous, tant que d'autres étudiants, vous n'avez pas eu accès à... Nous n'avons pas eu accès à la salle, mais nous avons estimé avec joie que ce qui s'est passé en dehors de la salle, aujourd'hui, a plus eu de l'importance que ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle. D'accord. Alors, le discours de Macron sur le franc CFA, justement, puisque c'est votre combat à ce niveau, quelle lecture économique en faites-vous favorable au changement quand même du périmètre? Nous estimons qu'à cette question de changement de périmètre, de changement de nom, la France veut jouer à de la ruse avec l'Afrique en étendant la zone CFA aux pays anglophones. Le président Ouattara l'a bien dit lors de sa visite en France lorsqu'ils ont parlé du franc CFA en estimant qu'il faille étendre aux pays anglophones cette monnaie. Et c'est ce qui constitue le nouveau piège de l'Afrique à travers le projet de monnaie éco de la CEDEAO qui constitue à cette monnaie qui, promise depuis 1983, n'a jamais vu le jour étant donné que les pays anglophones ne sont pas prêts à pouvoir laisser leurs recettes externes à la France via le FMI ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour rien que le président Ouattara a demandé à ce que ces pays acceptent la surveillance internationale de leurs économies, alors que nos pays africains ne surveillent aucune autre économie au monde. Pourquoi est-ce que nous autres, nous devons accepter cette surveillance internationale, quitte de la France ou des autres pays européens ou du ne sais quoi? Alors, quand Macron dit sur le CFA, il appartient aux Africains de décider de ce qu'ils veulent en faire, alors on pourrait dire, assumez-vous. Nous allons nous assumer, mais il y a autre chose, c'est de savoir, est-ce que les discours qui se disent devant les caméras sont les mêmes discours qui se disent après les caméras? C'est le président Macron qui a nommé le ministre français de l'économie qui convoque nos ministres africains de l'économie 2 fois par an pour le conseil des ministres de l'économie, au cours desquels ce n'est pas ce même discours que tient Macron devant les caméras que tient le ministre de l'économie français. Nos ministres ne sont pas obligés d'y participer. Ils sont obligés d'y participer. Vous avez déjà vu la France demander à des ministres africains de venir à un sommet pour lequel ils ne se manifestent pas? Là, le problème, il est maintenant africain. Si on refuse de s'assumer, de créer la rupture. Une chose est claire, les Africains ont entendu le discours de Macron, le président a entendu le discours de Macron, renvoyant en leur sein la responsabilité de mettre fin au franc CFA. Nous nous sommes fixés comme objectif d'accompagner tous nos dirigeants, surtout ceux qui ont déjà manifesté la volonté de mettre fin à cette monnaie pour qu'en 2018, on ait une idée claire de la nouvelle monnaie qui sera mise en circulation. C'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour apporter toute notre assistance et tous nos éclaircissements à ces dirigeants pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi qui normalement devait être résolu depuis les années d'indépendance. Il n'est pas normal que plus de 60 ans après les indépendances, on en soit à la question de la monnaie. Et quand vous parlez de monnaie propre à nous, c'est de quoi vous parlez? Nous parlons du CORIS qui a été désigné au terme d'un processus de vote électronique qui a connu près de 80 000 votants, qui a une monnaie commune à tous les pays utilisant le CFA. Nous voulons dire tous ces 15 pays, et de la CEMAC et de l'UEMOA qui utilisent aujourd'hui le franc CFA. Nous restons dans ce cadre parce que les économistes voudraient que des critères de convergence soient rassemblés d'abord avant que des pays ne s'engagent ensemble sur une monnaie. Mais puisque ces pays utilisent déjà une même monnaie qui s'appelle le franc CFA, nous estimons que ces critères sont déjà donc remplis depuis 1945 qui ont permis à ces pays d'utiliser cette monnaie CFA et donc vont rester ensemble encore pour la nouvelle monnaie CORIS qui va être mise en circulation d'après nos voeux et d'après ce que nous demandons à nos dirigeants en 2018 pour que plus aucune ressource appartenant à l'Afrique ne reste à la France. Pour que les Africains aujourd'hui amorcent aussi le développement industriel avec cet argent qu'on déposait autrefois en France. Nous ne nous attendons pas nécessairement à ce que la France rapatrie nos devises parce que ce n'est pas sûr que la France accepte de rapatrier ces devises que nous avons autrefois déjà déposées là-bas. Mais avec ce que nous n'allons plus déposer, il est aujourd'hui possible de construire en Afrique une vie décente, de construire aujourd'hui en Afrique des infrastructures, des industries qui vont produire les papiers que nous utilisons, qui vont produire tout ce que nous utilisons et que nous importons pour qu'aujourd'hui aussi la jeunesse africaine puisse trouver de l'emploi, puisse trouver de l'emploi bien payé
à des sommes raisonnables parce que si le SMIC en France est de 1400 € environ, c'est-à-dire 960 000 francs CFA, pendant qu'il est de 40 000 ou de 50 000 francs dans nos pays, le choix est clair que les gens iront toujours en l'émigration. À vous entendre, c'est comme si le retrait du CFA ou la création d'une monnaie africaine suffit pour régler les problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui en Afrique, CFA, le retrait de cette monnaie suffit pour que les autres conditions soient réunies. Que ce soit les conditions de bonne gouvernance, que ce soit les conditions remplissant que rempliraient nos dirigeants, ces conditions seront réunies une fois qu'on aurait mis fin au franc CFA parce que le franc CFA permet d'abord cette domination et cette maîtrise politique de nos pays par la France. Ce qui fait que le ratio crédit-PIB étant plafonné à 23% par le franc CFA, c'est-à-dire que quoi? Les prêts qu'on accorde dans la zone CFA, le montant est déjà plafonné par la France, par l'utilisation du franc CFA. Quels que soient vos projets, quelle que soit la rentabilité, quelle que soit l'effectivité ou l'innovation de vos projets, vous ne trouverez pas les moyens financiers nécessaires. Les banques ne vous accompagneront pas parce que le crédit est déjà fixé. Le montant des crédits accordés dans toute la zone est déjà fixé. Parce que c'est la France qui fabrique notre argent. Nous ne voulons plus de cela. D'accord. Alors, Macron promet des investissements en Afrique, y compris dans le secteur de la santé. Macron veut utiliser la population africaine, la santé de la population africaine comme fonds de commerce. Macron lui-même en France fait une action terrible contre les investissements étrangers en France. Mais pourquoi il vient ici promouvoir les investissements français qui pour nous sont des investissements étrangers? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un vient de l'étranger avec 5 milliards dans votre pays, c'est pour en ressortir avec 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Il n'est pas venu vous donner son argent, il est venu prendre votre argent. C'est pour cela que nos dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent aujourd'hui faire la promotion des investissements africains. Il faudrait que nous ayons des sociétés à capitaux africains qui vont donc garder l'argent de l'Afrique en Afrique pour non seulement réinvestir, mais permettre à cette jeunesse de voir le bout du tunnel que nous avons tant espéré. Et c'est pour cela que nous sommes contre ces investissements français ici. Et nous espérons que nos dirigeants aussi comprendront la situation pour ne pas ouvrir à la France tous nos pays pour que non seulement, déjà étant dans les secteurs stratégiques tels que même Areva au Niger qui prend l'uranium sans pouvoir construire une seule centrale nucléaire au Niger qui aurait la capacité de fournir toute l'électricité à tous ces pays entourant le Niger. Vous parlez effectivement d'énergie. Hein. Pour lui, pour Macron, ce n'est pas son rôle de donner de l'électricité. Ce n'est pas son rôle de donner de l'électricité en Afrique, mais il a trouvé que c'est son rôle de venir prendre l'uranium de l'Afrique. Si nous sommes dans un partenariat où la France produit 75% de son électricité avec l'uranium du Niger, pendant que notre consommation dans toute la zone UEMOA ne vaut même pas 10% de ces 75%, il est quand même honteux de voir que la France ne se trouve pas dans l'obligation d'accompagner techniquement nos pays à se doter des centrales nucléaires afin de pouvoir s'autosuffire de manière énergétique pour après faire tourner ces industries, faire tourner ces métros. Le métro d'Abidjan, je veux bien le voir fonctionner avec les coupures de courant. Il n'y a pas de l'humanisme dans les affaires. Encore une fois, c'est aux Africains de s'assumer, de faire face à cette exploitation. Beaucoup des accords ont été signés dans des conditions que nous connaissons, à savoir le fusil sur la tempe avec les Africains. Donc, il est temps aujourd'hui que nous remettons toutes ces cartes sur la table, que nous redésignions ce que nous voulons être et ce que nous voulons faire. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent vraiment s'approprier les volontés populaires. Thomas Sankara a accepté jusqu'au sacrifice suprême. C'est peut-être aussi le prix à payer. C'est peut-être aussi le prix à payer, mais aujourd'hui, ce n'est plus le prix à payer parce que tous les dirigeants qui voudront sauver l'Afrique ont derrière eux toute la population africaine. Si la France veut en découdre avec le dirigeant qui veut mettre fin au franc CFA, la France devra venir éliminer chacun des 170 millions de la zone CFA, qui aujourd'hui nous appelons zone CORIS. Et si les dirigeants ont le soutien de la population, pourquoi ne pas y aller maintenant? Les dirigeants sont, à mon avis, aujourd'hui informés qu'ils ont non seulement le soutien de la population, mais que la France leur dit que c'est leur responsabilité de mettre fin au franc CFA. Donc ces dirigeants, ce sont des nouvelles données qui sont venues au cours de l'année 2017, qui n'existaient pas avant. Nous avons vu ce qui s'est passé en Guinée, lorsque Sékou Touré a voulu ne pas utiliser le franc CFA. Nous avons vu J-Christ Olympio être éliminé au Togo pour le simple fait qu'il veuille mettre en circulation une monnaie. Mais ces données ayant changé, nos dirigeants aujourd'hui sont dans la mesure de prendre les actions qu'il faut pour que rapidement on aille vers une nouvelle monnaie, pour que l'Afrique aussi puisse connaître le développement. Macron, il était également du côté du Ghana. Comment vous appréciez l'intervention du président ghanéen? Je disais tantôt que la France veut étendre le franc CFA aux pays anglophones.
J'inscris cette visite de Macron au Ghana dans cette logique de convaincre les autorités ghanéennes d'accepter la nouvelle monnaie qui ne serait-ce qu'un autre réhabillage du franc CFA. C'est vrai, le Ghana aussi a un projet de construire une centrale nucléaire de 700 MW. Et Macron, avec EDF, sont candidats, y compris la Chine, la Russie. Donc, toutes ces visites ont des non-dits qu'on ne sait peut-être pas. Mais c'est encore une fois de bons intérêts. C'est normal pour le président français de défendre les intérêts de la France. Je veux encore une fois dire que la question de la responsabilité des Africains, encore une fois posée, c'est comment nous faisons effectivement pour faire face à cette ruse de la France. Justement, comment nous faisons pour faire face à cette ruse? Et c'est en cela que nous travaillons. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent travailler. Nos dirigeants doivent savoir qu'il n'y a pas d'amitié. Le général de Gaulle l'a très bien dit. Et je remercie même les étudiants qui ont rebaptisé l'avenue Charles de Gaulle en avenue Thomas Sankara. Il faudrait même aujourd'hui que le Conseil des ministres entérine cette décision. La jeunesse observe, la jeunesse revendique. Ce ne serait-ce que de manière tacite, faire une décision du Conseil des ministres pour rebaptiser cette avenue et rebaptiser l'hôpital qui est au bout de cette avenue. Je ne vois pas en quoi, des années après, le nom de Charles de Gaulle continuerait d'être encore sur des monuments ou bien sur des avenues en Afrique. Alors, pour la suite, après ce discours, après cette déclaration, comment vous voyez la suite des événements par rapport à ces luttes engagées, notamment sur le front CFA? On va dire, arrêtons de discourir et agissons maintenant, c'est Nous sommes déjà en action. Et il faut dire que nos discours sont de plus en plus des discours qui non seulement sont écoutés, mais passent à l'action. C'est en cela que le fait que Macron soit venu défendre la francophonie et l'utilisation de la langue française, qui selon certains classements n'apparaît même pas dans la liste des 10 langues les plus parlées au monde, nous comprenons que Macron est au courant de nos plans. Nous comprenons que la France sait que nous voulons abandonner le français. Et nous allons le faire. Abandonner le français pour adopter l'anglais, comme l'a fait Paul Kagame au Rwanda, afin d'amorcer aussi nous aussi le développement. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance technique existe non seulement en anglais, mais le fait que nous parlons français donne droit à la France d'interagir avec nous jusqu'à déplacer son président dans nos pays pour nous parler en cette langue française. Si nous parlions anglais, Macron ne serait pas venu rencontrer nos étudiants pour que nous ayons pu voir la scène que nous avons vue là. Si nous parlons anglais, notre monnaie n'aurait rien à voir avec la France. Et c'est en cela que cet engagement que la population aujourd'hui a, c'est vrai que la plupart aujourd'hui d'hier parlent un peu anglais, le passage à l'anglais serait une chose un peu aisée si la volonté politique y est. Et c'est cette volonté politique que nous exigeons de nos gouvernants pour que rapidement nous puissions aussi tourner complètement droit à la France et couper le cordon ombilical, comme l'a dit le président Alpha Condé. Couper le cordon ombilical, M. Sogboussi, nous sommes en fin d'entretien. On imagine que vous retournez au Bénin, désormais encore engagé, plus que jamais engagé sur ce front. Nous sommes plus engagés que jamais avec tous les activistes, avec tous les membres de notre association que je remercie au passage pour tous les travaux qu'ils font, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Gabon, ou bien que ce soit du Sénégal, que ce soit du Bénin. Je voudrais que chacun, dans son milieu, continue les actions pour que la pression augmentant, pour que nos dirigeants sachent qu'il est temps de mettre fin à l'esclavage des Noirs. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter être vendus à 300, 200 euros, c'est-à-dire 120 000 francs CFA, pendant que nos richesses en Afrique quittent l'Afrique, pendant que l'or de l'Afrique quitte l'Afrique. Macron a demandé à ce qu'on lui montre là où se trouve l'or du Burkina en France. Moi, je vais le lui montrer, c'est dans la Banque de France, parce que je voudrais qu'il me montre les carrières d'or où ont été exploitées en France l'or qui est stocké à la Banque de France. Lorsqu'il nous le montrerait, nous serons où on va lui montrer l'endroit où se trouve l'or burkinabé en France. Merci. Je vous remercie aussi. Merci. Et merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à ces associations de la société civile africaine qui aujourd'hui concourent aussi au bien-être de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Jaurès Sogboussi. Vous êtes activiste, leader donc, de l'association KS Afrique non au CFA. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Je vous remercie. La suite, le président français qui a rendu visite à des écoliers dans une école primaire du quartier de la Padoua, dans la foulée de son discours à l'université Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo, à l'école Lagem Taba, Emmanuel Macron a été accueilli par des élèves plutôt heureux de voir le président français. Ambiance. Si chez les étudiants, le président Macron n'a pas reçu une telle chaleur, chez les tout-petits, l'ordre du président Kaboré peut s'en réjouir. Les élèves de l'école primaire Lagem Taba n'ont pas voulu se faire compter l'événement.
Dans les salles de classe, le jeune président français brise les barrières, se muant même en instituteur pour la circonstance. Qu'est-ce que vous avez retenu de la leçon de morale de ce matin? Alors, qui c'est? Histoire quoi? Tu connais sa leçon d'histoire? Je connais sa leçon. Alors, vas-y. Histoire, la jour, la semaine. Vas-y. L'histoire, notre... Des lapsus, des réponses à peine audibles, les élèves sont peut-être intimidés par la présence de ce visiteur de Mac. Mais cette école qui a ouvert ses portes en 1995 est particulière. Elle compte plus de filles que de garçons en son sein, soit 397 filles contre 318 garçons. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'intérêt du président français pour cet établissement scolaire. Dans son discours à l'université, l'hôte du président Kaboré a pris l'engagement de soutenir tout projet visant à donner une éducation de qualité à la jeune fille africaine. À ce propos, le locataire de l'Élysée s'est dit favorable à un jumelage de l'école primaire Laghem Taba avec une école française. Un engagement qui devrait être effectif dès la rentrée scolaire 2018-2019. L'occasion faisant le larron, cette visite du président français était le moment propice pour les élèves d'adresser leurs doléances les plus chères au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit d'une cantine scolaire, d'une bibliothèque et d'une salle informatique. Vraiment, les mots me manquent. Nous, les enseignants et les élèves, nous sommes très, très émus. C'est un grand événement pour moi. Moi, particulièrement, on est rentré dans ma classe, échangé directement avec les élèves. Vraiment, j'étais très, très contente. Les mots me manquent pour m'exprimer. C'est un grand événement pour moi. On est très contents et heureux de les recevoir dans notre école. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles au Burkina Faso. Mais c'est notre école qu'ils ont choisi pour venir. Donc on est très contents. L'autre expression de leur satisfaction est ce cadeau symbolique que les élèves offrent aux deux chefs d'État pour marquer ce passage historique dans leur école. Deuxième invité de ce 7 Info, toujours pour le décryptage de cette visite du président français. Abdoul Karim Bandaogo est conseiller des affaires étrangères, diplomate donc. Avec lui, nous parlons de la dimension diplomatique de cette visite. Bonsoir. Bonsoir, M. Guévré. Merci de répondre à notre invitation. Alors, diplomatiquement, le Burkina Faso a-t-il réussi son coup? Merci. Diplomatiquement, on peut dire oui, le Burkina Faso a réussi son coup, étant entendu que le fait de recevoir un chef d'État étranger est toujours un défi pour tout pays. Donc, les 112 heures de séjour du président de la République française se sont passées sans couac majeur. Donc, on peut dire qu'en termes de succès de la réception du chef d'État français, oui, le Burkina Faso a réussi. Alors, on constate quand même qu'il y a eu plus de faits divers que de fonds. Oui, à quelques jours de l'arrivée du président français, il y a eu beaucoup de débats. Si bien qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un peu sacrifié l'essentiel au profit de l'accessoire. Il y a 3 semaines, quand on analysait cette visite sur ce même plateau, on s'est dit que c'est quand il sera là qu'on pourra comprendre ce qu'il va annoncer sur l'Afrique. Donc on s'attendait à ce qu'on soit concentré sur ce qu'il avait envie à dire aux Africains pour pouvoir formuler aussi nos réponses. Malheureusement, bon, peut-être heureusement aussi, ça fait partie des questions de réception. Quand on a un point de vue à exprimer, il y a toujours des éléments qui s'invitent. Alors, dans l'exercice, on peut dire Macron a réussi, le Burkina a perdu? Non. Si on formule ça ainsi, c'est comme s'il y avait confrontation entre Macron et le Burkina. Non. Macron a réussi à exposer ce qu'il
il pense de ce qu'il a promis. On rappelle qu'il avait dit qu'il allait venir dire ce qu'il entend, ce qu'il pense de l'Afrique, et qui n'est pas un continent de crise, qui était un continent d'autres choses plus positives. Donc on s'attendait à ce qu'il vienne nous exposer cela. Et dans son discours, effectivement, ce qu'il avait envie de dire, on a pu apprendre quelque chose, et il a eu une phase de questions-réponses, donc qui lui a permis d'éclaircir davantage, d'expliquer davantage ce qu'il a exposé dans son discours. Parce qu'on avait en mémoire quand même ce discours, ce face-à-face Mitterrand-Sankara à l'époque. Après, on s'est dit, pour cette fois-ci, Macron était quand même attendu de pied ferme. Et là, on a comme l'impression que dans l'exercice, il était très à l'aise, il a pu défendre ce qu'il avait à défendre, et qu'en face, malheureusement, effectivement, quand on regarde la prestation des étudiants, on peut dire quelque part que, bon, côté Burkina, les choses ne sont pas bien passées. Oui, il y a beaucoup de choses à redire, parce que au lendemain du discours, vous vous souvenez qu'on était un peu gênés. On était mal à l'aise face à ce qu'on a vu à l'université. Mais effectivement, Macron, il a préparé son discours. Et ceux qui s'intéressent au président Macron depuis qu'il était ministre, avant d'être candidat et d'être président, ont compris qu'il aime la contradiction. Il aime la contradiction, et il l'a prouvé. Il n'a pas quitté sa ligne. Même quand il semble que ce qu'il veut dire est compliqué, il a réussi à trouver les moyens de s'en sortir. Parce que quand un président français veut dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Bon, effectivement, dans le contenu, on est bien là-dedans. Il dit effectivement qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. En même temps, on a l'impression que voilà, il propose un nouveau contrat relationnel quand même à l'Afrique. Est-ce que rupture ou paradoxe? Bon, au lieu de répondre ainsi, je voudrais revenir quand même sur cette phrase. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Ça veut dire qu'il y en a déjà eu. Ça, c'est déjà, on a la confirmation qu'il y avait une politique africaine de la France. Voilà. Et vous remarquerez que dans tout son discours, il n'a pas employé une seule fois le terme France-Afrique. Voilà. À notre avis, c'est en disant tout de suite qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, lui a permis d'éviter ces termes-là. Voilà. Et le fait même de dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, c'est la preuve même qu'il y a une politique. Parce que dire qu'il n'y a pas de politique est un choix politique. C'est ça le problème. Dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France signifie qu'il y en a. Il y en a eu, et il y en a et il y en aura. Par moment, il y a comme si, quelque part, on avait l'impression qu'il donnait quand même des leçons. Ça aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique africaine. Oui, mais il a dit clairement qu'il y a des défis. Selon lui, il en a cité 5. Il a cité 5 défis qui, selon lui, la France et l'Afrique doivent pouvoir faire face à ces défis ensemble. Et après avoir relevé les défis, il a proposé des éléments qu'il a appelés partenariat, c'est-à-dire que le contenu d'un partenariat. Voilà. Il a dit d'abord il y a les défis du développement, il y a les défis de la lutte contre le terrorisme, les défis de la lutte contre les conflits politiques, les défis de l'obscurantisme et les défis de la démographie. Ce sont les 5 défis qu'il a relevés dans son discours. Voilà. Et pour revenir à la question de la politique africaine de la France, le président Macron, en créant le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, la première mission du CPA relève cette question de politique africaine de la France. Je cite, « Apporter un éclairage au président de la République des enjeux de la relation entre la France et l'Afrique lui permettant de nourrir sa politique africaine. » Fin de citation. Donc, dans un document officiel, le terme politique africaine sort. Ça veut dire que le paradoxe, il est là. Oui, mais il faut rester concentré pour déceler ces éléments-là. Vous vous souvenez quand, pendant la cohabitation, Chirac, Léonard Jospin, parce que c'est le gouvernement, c'est la majorité parlementaire qui dirigeait la politique étrangère, le Premier ministre Jospin avait parlé de ni ingérence ni indifférence. Bon,
c'était très compliqué quand même à comprendre. Et je pense que dans le discours du président Macron, en disant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, c'est la preuve qu'il y en a. Et ça ne doit pas être une surprise pour nous. C'est normal que la France ait une politique africaine. Parce que s'il y a une politique étrangère de la France, et puisque cette politique s'adresse à l'étranger, l'Afrique fait partie de l'étranger de la France, il y a normalement une politique africaine de la France, comme il y a une politique américaine de la France. C'est normal. C'est à nous, Africains, de prendre conscience que l'Afrique intéresse. L'Afrique intéresse. L'Afrique peut être un enjeu. L'Afrique peut être une actrice. C'est très important. Voilà. Effectivement, on va peut-être s'arrêter sur ces aspects-là, comprendre que là, c'est plutôt, il faut plutôt voir le partenariat. L'Afrique doit évaluer justement ce qu'elle vaut. Et là, je reviens un peu sur le Burkina Faso. La France s'est servie du Burkina dans le cadre de cette visite pour exposer ce qu'elle entend faire avec les Africains. C'est-à-dire que la France a utilisé le Burkina comme un enjeu pour pouvoir s'adresser à l'Afrique à partir de ce que l'Afrique, Burkina Faso renferme comme qualité en parlant de l'insurrection, en parlant de la jeunesse, tout. C'était au Burkina Faso, par exemple, d'utiliser aussi cette visite-là pour s'afficher d'une autre manière à travers la visite. Voilà. En tous les cas, au lendemain de la visite, vous avez écouté les critiques. C'était un discours qui était suivi par les chaînes internationales. Le Burkina Faso devait faire en sorte pour ne pas sortir les mains vides de cette visite en termes d'image, parce que l'image fait partie de la diplomatie. Voilà, merci. Abdou Karim Bandaogo, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de relations internationales, vous êtes conseiller des affaires étrangères. Merci d'être passé dans cette info ce soir. Merci. La suite, le Burkina Faso qui amorce son entrée dans la transition énergétique. C'est une centrale solaire d'une capacité de production de 33,7 MW, la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, qui a été inaugurée cette semaine par les présidents Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré. La centrale photovoltaïque de Zartouli, à la sortie ouest de Ouagadougou, a été financée en partie par l'Agence française de développement à plus de 14 milliards de francs CFA. Une étendue de plaques solaires à perte de vue. Au nombre de 129 600, ces panneaux photovoltaïques forment la centrale solaire du Zartouli, d'une puissance de 33,7 MW crête. Installée sur une superficie de 60 hectares, cette centrale solaire est la première au Burkina, mais aussi la plus grande en Afrique de l'Ouest. La centrale solaire du Zartouli va contribuer à la réduction du taux de carbone de 26 000 tonnes par an. Elle produira un kilowattheure qui coûtera 3 fois moins cher que celui produit par nos centrales thermiques. La construction de cette centrale solaire a été financée par l'Union européenne sous forme de dons de plus de 16 milliards de francs CFA et par l'Agence française de développement sous forme d'un prêt de plus de 14 milliards de francs CFA. C'est d'abord un projet burkinabé où la contribution du gouvernement burkinabé est très importante par la fourniture de terrain, par la gestion de la centrale, d'ailleurs les appuis de l'Europe et de la France sont donnés au gouvernement du Burkina Faso. Et il y a toute une organisation avec la Sonabel qui va gérer la centrale, qui gère la centrale pour le bon fonctionnement de cette centrale. Donc, pour le président français qui a procédé avec son homologue burkinabé à l'inauguration de cette centrale solaire ce 29 novembre, cette infrastructure, au-delà d'améliorer les conditions de vie des populations, est la preuve que la transition énergétique est possible en Afrique. Et je ne suivrai jamais ceux qui considèrent qu'en quelque sorte l'innovation climatique serait réservée à quelques pays et qu'il faudrait continuer à exploiter les énergies fossiles, les centrales thermiques. Vous démontrez ici exactement l'inverse. Vous montrez que l'innovation au service de la transition énergétique est le meilleur moyen de restaurer votre souveraineté énergétique, la qualité de l'énergie servie et la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Emmanuel Macron, l'inauguration de cette centrale solaire marque une étape de franchie dans un exemple de coopération nord-sud. Et au président du Faso de souligner déjà la prochaine étape. Je voudrais annoncer le lancement du plan solaire dénommé Yelen, qui signifie lumière, qui va permettre d'installer
courant et de démarrer courant 2018 une autre centrale solaire de 40 MW à Ouagadougou, 10 MW au total dans 3 villes moyennes et 700 nouveaux villages à électrifier. En rappel, la convention de financement de la centrale solaire a été conclue en avril 2013. La pose du premier panneau photovoltaïque intervenu en juin 2016 et 17 mois après, la centrale solaire du Zaktouli est fonctionnelle pour combler le déficit énergétique du Burkina et pour éclairer des agglomérations toujours dans l'obscurité. Troisième invité pour en finir avec la visite du président français Loukman Savadogo, directeur de publication du journal Le Soir. Bonsoir. Bonsoir, Ouvert. Alors pour cette visite, intéressons-nous à ce volet organisationnel, quelque peu raté, on peut le dire? Oui, raté dans le fond, parce que je pense que si on évoque aujourd'hui la question organisationnelle, c'est dû un peu à la polémique liée à en fait, la séance d'interaction entre le président français et les étudiants à l'université. Mais je pense que ça, ce n'est que le résultat de tout un processus qui a été simplement raté, qui a été simplement, j'allais dire même bâclé. Parce que je crois que, parlant de l'organisation, dans un événement aussi important, ce qui implique la venue, par exemple, d'un président qui n'est pas n'importe lequel, mais le président français. Donc la France, tout le monde sait un peu dans l'histoire ce que représente cette puissance pour les pays africains, notamment ceux francophones. Je crois que c'est un événement qui demandait un ensemble de prises en compte. D'abord, le défi sur le plan simplement qui n'a pas été au rendez-vous, c'est le défi du dialogue, de l'anticipation politique, mais aussi même de la négociation politique, parce qu'on a vu que les acteurs au plan national, à un moment donné, se sont retrouvés dans un conflit, dans un antagonisme qui n'a pas son sens, qui ne devrait même pas exister, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, ici, en interne, d'avoir une opposition des forces pluralistes qui sont là, mais c'était plutôt un événement qui était un événement extérieur, donc naturellement, il ne devait pas avoir cela. Donc, il s'est posé donc le problème. Ce défi-là n'a pas été relevé par le gouvernement parce qu'il fallait dialoguer, il fallait anticiper sur les différentes situations qui pouvaient se poser. Cela n'a pas été. Le deuxième défi, c'était un défi tout simplement, et pour le défi, parlant de la négociation, du dialogue, de la concertation, on n'a pas vu par exemple des échanges entre les différentes composantes de la société et le gouvernement par rapport à ça. Ça aurait pu permettre donc d'échanger convenablement. Le deuxième défi, c'est le défi de comment on organise en fait la liberté d'opinion dans notre pays. Parce que si vous avez remarqué très bien les syndicats où en fait ce courant anti-impérialiste qui s'est exprimé, au point même si vous voulez, de prendre en otage un tant soit peu l'opinion publique, mais cette frange, ce courant-là n'a pas été simplement, on ne lui a pas permis, ou on n'a pas voulu lui permettre de s'exprimer dans le cadre, bien entendu, de cet événement qui était la venue du président Macron. On aurait pu très bien l'insérer dans le protocole. Ce n'est pas nouveau de voir qu'un chef d'État arrive et qu'on lui montre des pancartes hostiles. Ça fait partie aussi du pluralisme de la pensée. Mais ici, ce qu'on a constaté, c'est que ce défi n'a pas été tout simplement relevé parce qu'on a voulu tout simplement exclure donc, du champ de cette manifestation, cet événement-là, tous ceux qui avaient une pensée ou tout simplement ceux qui étaient contradictoires dans leur façon de penser. Et je crois que ça pose le problème véritablement de comment on organise la démocratie dans notre pays. On a vu quand même que le président français tenait quand même à la contradiction, à ce débat. Est-ce que ça veut dire que nos services côté Burkina, on n'a pas peut-être sondé un peu les choses à ce niveau pour comprendre qu'en vérité, l'homme voulait du débat? Oui, il y a deux choses, deux appréciations. Je pense que le côté, la partie burkinabé a eu peur d'une peur qui n'existe pas. Cette même peur que Macron a tenu à lever dès qu'il arrive à Kosiam, dans ses premiers mots, il a dit que lui-même, il est contre l'impérialisme. Donc lui-même, il était plutôt, j'allais dire, il serait même plutôt à l'aise de voir ces personnes-là qui expriment leur opinion anti-impérialiste. Malheureusement, ici, on a tout simplement travaillé à faire un nivellement de l'opinion, comme c'est de notre habitude, et on le sait très bien que dans ce pays, l'opinion critique est considérée comme un délit, l'opinion contradictoire est considérée comme quelque chose qui ne doit pas exister. Donc je pense que ça aussi, ça s'est transposé ici, malheureusement, dans l'organisation donc de tout ce qu'il y a comme opinion autour de cette venue de Macron. Le dernier défi, c'est le défi qui est celui de comment est-ce que
au niveau stratégique, au niveau diplomatique à la fois, pour dire comment est-ce que notre pays aujourd'hui, nous, on valorise la question diplomatique. Comment est-ce que nous, on présente le Burkina, ou comment on tient à placer le Burkina dans le Conseil des Nations. Parce que cette cacophonie qu'il y a eu, ce mauvais processus de l'organisation a eu pour résultat que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes avec cette situation désastreuse qui a eu lieu dans à l'amphi libyen lors de cette rencontre-là. Et aujourd'hui, l'image que ça rejette, je ne suis pas sûr que cette image-là est une image favorable au Burkina. Mais c'est parce que simplement, on a accumulé un ensemble d'éléments qui n'ont pas été des défis relevés, qu'on est abouti donc à ces situations catastrophiques qui remet en cause aujourd'hui notre capacité à vraiment positionner le Burkina, ne serait-ce qu'en penser déjà. Est-ce qu'on pense que le Burkina a véritablement une place qui méritait qu'on fasse attention à ce qu'on pose comme acte? Alors très rapidement pour terminer, finalement, qu'est-ce que le Burkina retire de cette visite perçue par certains quand même comme une bonne opportunité diplomatique? Finalement, on s'en sort effectivement. Est-ce qu'on a pu véritablement capitaliser cela? Quelle image, on s'en sort avec quelle image finalement? Non, je pense qu'il y a l'image d'abord, l'image du flop qu'il y a eu dans la salle. Bon, on a un peu présenté à la face du monde des étudiants qui sont simplement peu instruits, ce qui n'est pas vrai parce que ce n'est qu'un groupe d'étudiants qui a été très mal coché d'ailleurs, qui a eu à faire cette prestation. Mais il reste que quelque part, je pense, et c'est dans la trame du discours de Macron, c'est cette rupture, c'est ce vent de génération, nouvelle génération qu'il est venu s'aimer. Et ça c'est très important parce que si vous regardez un peu son circuit, il a quitté l'université, il allait dans une petite école et après il s'est retrouvé dans un maquis. Même si je ne suis pas trop d'accord parce que le circuit mental qu'il veut imposer, qui est qu'au Burkina ou en Afrique, c'est l'école, c'est la petite enfance, après c'est l'université et puis après on se retrouve dans les bars. Bon, ça c'est un circuit mental avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais il reste que il est allé là où gît les jeunes. Je pense que là où sont en fait, on repère les jeunes. Voilà, les jeunes africains, c'est malheureux qu'ils soient repérés dans des bars, mais il allait où on repère les jeunes. Donc ça, c'est une façon qui démystifie un peu le fait de l'âge. Vous savez qu'en Afrique, nous, on a un problème avec l'âge. Voilà, l'âge est un problème en Afrique, mais aujourd'hui, le passage des Macron peut aider à ce que les gens passent à cette étape qui est que, bien qu'étant jeune, on peut diriger un pays aussi puissant que la France. Je crois que ça, c'est un élément important qui peut entraîner une sorte de déclic, parce que nous aussi, au Burkina, nous sommes dans cette situation, que la France l'a été pour que Macron soit devenu président. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est en fin de cycle. Une génération aujourd'hui, quand on regarde un peu la scène politique, c'est un personnel qui est vieux, c'est un personnel qui demande à aller à la retraite, mais en même temps, est-ce qu'il y a en face une jeune génération qui veut s'assumer, qui veut prendre ses responsabilités, qui veut s'affirmer? Donc je pense que la venue de Macron peut aider à déclencher un peu cette nouvelle façon de voir au Burkina Faso. Et c'est le seul intérêt que je vois dedans. Par rapport aux autres débats, je crois qu'on a eu assez à en dire. Merci. Voilà. On reviendra la semaine prochaine pour décrypter d'autres actualités parce qu'il y avait cette visite qui a quelque peu fait de l'ombre à d'autres actualités. Il y avait notamment cette sortie du Premier ministre. On y reviendra très prochainement. Alors la suite, l'actualité de la semaine, c'est aussi cette grosse mobilisation des travailleurs de l'éducation à l'appel de leur syndicat. Ils ont déposé stylo rouge écrit devant le building de l'éducation. Le symbole est fort. Craie et stylo rouge en main, une foule immense d'enseignants. De la Bourse du Travail, ils marchent direction le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Entre chants et cris, ces enseignants expriment leur colère. Aujourd'hui, nous avons un message symbolique. C'est juste un dépôt de craie et de bic rouge pour marquer notre mécontentement. Trop, c'est trop. Pourquoi le bic rouge et la craie rouge pour la plupart? Ah ben c'est le symbole. Avec les bic rouges, on évalue les élèves. Avec la craie, on écrit au tableau. Donc c'est juste pour dire que trop, c'est trop. À partir de cet instant, il n'y a plus d'évaluation. Nous l'avons signé notre préavis de grève. Donc c'est comme ça. Nous avons rencontré le Premier ministre depuis le 14 novembre. Malgré les promesses, aucune proposition concrète n'est encore tombée sur la table. Nous estimons que le gouvernement est en train de jouer au dilatoire et nous lui disons que ce n'est pas bon pour lui. Dans tout pays où on néglige l'éducation, il n'y a pas de développement possible.
dans tout pays où on néglige l'éducateur, il n'y a pas d'avenir possible. Et de dire au gouvernement qu'il a intérêt à se réveiller rapidement de son sommeil et porter des solutions adéquates véritablement aux préoccupations qui sont posées. Après plusieurs minutes de marche, les manifestants arrivent au ministère. Pas un seul mot adressé au maître des lieux, juste l'acte de dépôt de craie et de stylo. Le symbole est fort. Là, je ne saurais rien dire, mais c'est avec le stylo que nous travaillons. Donc c'est pourquoi on l'a déposé, on a déposé également la craie pour manifester alors notre ras-le-bol vis-à-vis du mépris du gouvernement à notre endroit. On n'en peut plus. C'est tout ce qu'on a à dire au ministre. Les craies, pourquoi les craies et le stylo? Mais puisqu'ils ne veulent pas nous écouter, on va faire quoi de ça? On est allé leur remettre ça. L'acte symbolique posé, retour à la bourse du travail. Désormais, la solution de cette grogne est entre les mains du gouvernement. Donc, si d'ici là, le gouvernement ne nous fait pas des propositions concrètes, on envisagera d'autres actions. Les gens sont déterminés, engagés. Et s'il y a quelque chose, nous sommes organisés en coordination. Nous allons vous communiquer plus tard les détails. Arrivé à la bourse du travail, la coordination nationale des syndicats de l'éducation a fait une déclaration pour déplorer l'attaque perpétrée dans le Nord contre des enseignants, occasionnant un mort et 2 blessés. Elle exige de ce fait du gouvernement la sécurisation des travailleurs dans les régions en proie à des attaques terroristes. Olivier G. Ouedraogo, secrétaire général de la CSB, la Confédération syndicale burkinabé, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, les syndicats de l'éducation, ensemble, main de la main, qui engagent une lutte par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là, on est parti pour un blocage au niveau du secteur de l'éducation. Bon, cela dépendra effectivement des acteurs et principalement du gouvernement. Je crois que nos camarades ont engagé une lutte avec une grande responsabilité. Et cette lutte est advenue par manque d'anticipation du gouvernement, parce que vous savez très bien que depuis 2016, nous sommes dans une succession de luttes pour l'amélioration de nos conditions de vie. Et le secteur de l'éducation est un des derniers secteurs à rentrer en lutte. Ça veut dire que ces travailleurs connaissent la responsabilité qu'ils ont au niveau de cette nation. Ils ont plusieurs fois posé leurs problèmes. Et c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu de réponse qu'ils sont allés en lutte. Donc, je pense que l'issue de la lutte dépendra effectivement de la responsabilité des différents acteurs et surtout du gouvernement, dont la balle est présentement dans son camp. Le régime du MPP a comme l'impression que les syndicats ont particulièrement un problème avec lui, parce qu'effectivement, depuis l'avènement du MPP au pouvoir, on constate que ce sont des grèves tous azimuts quand même. Non, je pense que quand vous voyez un système qui est en équilibre stable et qui devient instable, bien qu'on ne peut pas parler de stable à notre niveau, mais cette fois-ci très instable, c'est qu'il y a des problèmes, il y a de gros problèmes. Et ce n'est pas que nous en voulons au MPP. C'est aussi simple que ça, il y a plusieurs facteurs qui ont créé la situation actuelle. Il y a d'abord qu'effectivement, il y a eu des améliorations des conditions de vie des travailleurs, respectivement en 2011. En 2011, il y a eu l'octroi à 37 000 fonctionnaires de l'indemnité de logement et de l'indemnité de suggestion. En 2014, il y a eu la révision de la grille indemnitaire. C'était le 1er mars à 0h15 minutes, qui a amélioré aussi les conditions, mais qui a créé dès lors certaines frustrations. Et après cela, il faut appeler un chat. Il y a le traitement qui a été réservé à la magistrature, qui aussi a créé des frustrations. Et enfin, il y a le gouvernement aussi qui s'évertue à ne pas tenir certains de ses engagements. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes rentrés dans une situation très instable et voilà, nous souhaitons effectivement tous que nous puissions voir le bout de cela à travers effectivement un dialogue. Et comme je l'ai dit, le gouvernement a la grande responsabilité et surtout la grande responsabilité d'anticiper. Parfois, pour les politiques, ils ont comme l'impression que quelque part, notamment pour le régime, il y a une sorte de jusqu'au-boutisme quand même dans les revendications. Non, je pense que la plupart du temps, ça fait partie effectivement de notre stratégie. Mais vous vous êtes rendu compte que la plupart du temps, les luttes qui ont été engagées, nous avons toujours trouvé un terrain d'entente. Parce que le mouvement syndical est un mouvement extrêmement responsable. Nous connaissons effectivement qu'est-ce qu'est notre pays et quelles sont réellement les ressources de notre pays. Mais aussi, nous réclamons quand même un traitement égalitaire des travailleurs
Nous réclamons aussi à ce que les travailleurs aient de meilleures conditions pour mieux travailler. Sinon, nous connaissons effectivement les réalités de notre pays et nous savons que les Burkinabés ont une intelligence d'avoir dans leur tête souvent une ligne rouge que personne n'hésite à franchir, ni le gouvernement, ni nous. Là, vous savez qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Oui, mais bien sûr, ça fait partie de notre riche culture. Parce qu'au niveau du gouvernement, on n'a pas cette impression. Non, ça fait partie de notre riche culture au Burkina Faso qui fait que jusqu'à présent, nous avons pu survivre en tant que peuple. C'est une culture que nous avons et le gouvernement le sait, nous aussi nous le savons. Nous n'avons particulièrement rien contre le gouvernement. Et il fallait seulement tout simplement que le gouvernement anticipe sur certaines choses pour nous permettre effectivement de passer à autre chose parce que cette situation n'est pas une situation voulue par le mouvement syndical et ce n'est pas effectivement une situation qui est intéressante pour notre nation. Est-ce que l'exécutif Thiéba a un problème de dialogue? Parce qu'on a l'impression que le dialogue social ne marche plus véritablement. Non, vous savez, le problème, ce n'est pas d'utiliser le dialogue social comme un sapeur-pompier. C'est-à-dire, il y a une crise, on vient, on crie au dialogue social, on essaie de discuter avec les partenaires, d'avoir des échanges, des consultations et autres. Ponctuel, non. Le dialogue social, il faut aller vers une culture du dialogue social où permanemment, effectivement, il y a ces consultations, il y a ces échanges et autres sur les problèmes socio-économiques du pays. Parce qu'en dehors de ce qu'on voit, le rôle du mouvement syndical, qu'on voit uniquement un rôle revendicatif, le mouvement syndical a toujours travaillé pour l'épanouissement de l'Afrique et l'épanouissement de notre pays. Rappelez-vous que les indépendants, c'est nous. Ok. Voilà. Alors, vous parlez du mouvement syndical. On parle de votre syndicat, la CSB, qui il y a quelques mois fêtait ses 43 ans. C'est quand même un parcours. Vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Comment vous mesurez l'apport de la CSB dans la lutte syndicale? Un grand apport, parce que nous sommes nés le 17 septembre 1974. Nous avons travaillé dans le syndicalisme de lutte de classe jusqu'à pratiquement dans les années 90. Nous avons de par là défendu les intérêts des travailleurs et les intérêts supérieurs de notre peuple, ce qui a amené les gens à dire à l'époque que c'était la CSB qui effectivement faisait tomber les différents régimes et autres. Et bon, on a eu beaucoup de contradictions avec la révolution démocratique et populaire. Ça n'a pas été facile pour notre organisation. Et au sortir de la révolution, après certaines réflexions, nous avons opté pour le syndicalisme libre et indépendant. Et nous avons accepté le fait que le syndicalisme s'épanouit mieux dans un régime démocratique. Et nous avons accepté le fait que les différentes classes, que ce soit la classe ouvrière, la classe du patronat ou le gouvernement, chacun a son rôle à jouer en respectant les uns et les autres. Nous avons pris pour leitmotiv le dialogue social pour résoudre les problèmes. Et effectivement, nous y sommes présentement et en 1998, un certain nombre d'organisations se sont mis ensemble, en 1999 plus ou moins, pour créer l'unité d'action syndicale dans laquelle nous évoluons. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un bilan que la CSB, effectivement, peut comptabiliser depuis qu'elle existe. Ça fait 43 ans. 43 ans, en tout cas, tout un parcours, toute une lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du Burkina Faso. Merci d'être passé dans le 7 Info. Ok, merci à vous. La suite, l'actualité de la semaine, c'est également la 30e journée mondiale de lutte contre le sida. Au Burkina Faso, l'événement a été marqué à Boussé en présence du chef de l'État. Constat optimiste, la pandémie est en recul, mais il faut rester vigilant et continuer la sensibilisation. C'est sur une note de progrès dans la lutte contre le VIH, sida et les infections sexuellement transmissibles que le Burkina Faso commémore cette 30e journée mondiale de lutte contre le sida. Durant les 2 dernières décennies, la courbe du taux de séroprévalence est retombée nettement. Au titre des acquis, on peut citer la baisse significative du taux de séroprévalence du VIH qui est passé de 7,1% en 1997 à 0,8% de nos jours. Cette tendance de régression de la pandémie reste cependant variable à l'échelle mondiale, selon la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement. Dans certaines parties du monde, notamment l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, le nombre d'infections continue à augmenter. Et depuis 2010, l'augmentation a été de 60%. Par ailleurs, les inégalités persistent. En Afrique de l'Ouest et Afrique centrale,
plus de 2 personnes sur 3 n'ont pas eu accès au traitement. L'ONU-SIDA reste résolument tourné vers l'éradication de cette pandémie d'ici 2030 et près de 21 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH-SIDA sont actuellement sous traitement. Le nouveau paradigme de lutte est l'atteinte d'ici à 2020 du triple objectif 90-90-90, c'est-à-dire faire en sorte que 90% de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 90% de personnes dont l'infection a été diagnostiquée reçoivent également un traitement et que 90% des personnes sous traitement parviennent à une charge virale indétectable. Au Burkina Faso, des objectifs à court terme sont aussi fixés. Des objectifs dont le président du Conseil national de lutte contre le sida et les IST place les clés de succès autour de la volonté des populations à se faire dépister. Seulement 25% de la population connaît son statut sérologique. Mais c'est pas une lutte qui est gagnée d'avance parce qu'il faut de la sensibilisation à toute prévention. Il faut que chacun accepte que le dépistage est une nécessité pour la santé. Et qu'à partir de ce dépistage-là, on puisse mettre les personnes sur les rétroviraux afin de leur permettre d'avoir non seulement une vie plus longue et de pouvoir participer au développement de leur pays. Il s'agit principalement d'accroître le taux d'adhésion des partenaires des femmes enceintes qui est de 2% au dépistage, de développer de nouvelles approches communicatives adaptées à l'évolution actuelle du VIH-Sida et d'assurer la couverture des besoins des groupes spécifiques, notamment les orpailleurs, les travailleurs du sexe et les homosexuels. Des objectifs dont les premiers bilans seront dressés le 1er décembre 2018 lors de la 31e commémoration à Gorom Gorom dans l'Oudalan. Dernier invité de cette info, Abdraman Ouattara, il est le président du cadre de concertation des populations relocalisées des villages affectés par la construction du barrage de Samandeni. On se rappelle, le 2 novembre 2016, un protocole d'accord d'une vingtaine de points a été trouvé. Quel est l'état de mise en œuvre de ce protocole? C'est de cela qu'il est question. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, ce cadre mis en place en 2014 avec quel objectif? Bon, le cadre a été mis en place en 2014 par un ensemble de villages qui sont affectés directement ou indirectement par la réalisation des infrastructures du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, qu'on appelle le barrage de Samandeni. Donc, ces 17 villages, à un certain moment, estimaient que leurs préoccupations n'étaient pas prises en compte dans le processus de délocalisation et d'indemnisation. Donc, ils se sont regroupés en une structure associative pour revendiquer un meilleur traitement dans le cadre de ce processus-là. Alors, donc, il y a eu ce cadre qui a été mis en place et comme je l'annonçais tout à l'heure, en 2016, il y a eu ce protocole d'accord. En ce jour, 3 décembre, quels sont les points du protocole d'accord qui ont été mis en œuvre? Bon, le protocole d'accord, il faut le dire, est issu d'abord d'un document que nous avons intitulé Mémorandum du cadre de concertation. Ce mémorandum récapitulait les 20 points de préoccupation qui embrassent l'ensemble des difficultés vécues dans les 17 villages que compose le cadre de concertation. Maintenant, ce document de mémorandum a fait l'objet d'une analyse, d'un examen au cours d'une commission interministérielle mise en place par la primature et nous avons négocié les points du mémorandum, point par point, pour aboutir à 17 points d'accord avec la commission interministérielle. Et ce sont ces 17 points-là qui font l'objet de ce protocole d'accord qui est en train d'être exécuté aujourd'hui comme étant les mesures d'accompagnement pour la sortie de crise des populations affectées. Et qu'en est-il effectivement de l'état de mise en œuvre de ces 17 points? Les 17 points, on peut dire d'abord que les 17 points ont eu l'assentiment total des populations affectées et aujourd'hui nous sommes entièrement satisfaits parce que honnêtement il faut reconnaître que le gouvernement a tenu ses engagements. Les 17 points ont coûté la bagatelle de 22 milliards et ça va des indemnisations directes payées aux populations et des investissements à faire dans le domaine socio-économique en faveur toujours des populations. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de ce protocole-là nous satisfait pleinement parce que sur le point des paiements des indemnisations directes, l'État s'était engagé à nous reverser 900 000 francs par ménage pour aider chaque ménage à reconstruire des habitats décents. Donc cette aide à la reconstruction s'élève autour de 5 à 6 milliards au total. Ça a été payé. L'État s'est engagé encore à nous payer 50 000 francs pour satisfaire aux frais funéraires. Ça a été payé.
l'État s'est engagé encore à accompagner les populations pour les transports, pour les frais de transport des sites, des anciens sites sur les nouveaux sites, et qui va de 50 000 francs. Donc au total, on peut dire que 1 million ont été remis à chaque ménage pour l'aider à être délocalisé. En plus de ça, les intérêts économiques approuvés qui étaient dans la cuvette, notamment les questions de verger, ont été révalorisés à 30%. C'est-à-dire pour quelqu'un qui avait 100 000 francs d'indemnisation pour son verger, a reçu en plus une somme de 30 000 francs comme une bonification. En plus de ce traitement, l'État nous a payé les terres qui sont réévaluées et recensées à l'intérieur de la cuvette du barrage. Et la cuvette du barrage, je vous rappelle, fait autour de 12 000 à 15 000 hectares. Et l'État s'est engagé à payer l'hectare à 425 000 francs, ce qui fait la somme de 12 milliards à 14 milliards. Ça, c'est en train d'être payé. Maintenant, pour les investissements à effectuer en faveur des populations, l'État est sur le chantier en train de réaliser. Au moins 100 km de pistes rurales sont en train d'être réalisées à l'intérieur de la cuvette du barrage pour désenclaver les sites d'accueil des populations. Nous avons reçu également autour de 16 AEPS, adduction d'eau potable simplifiée avec un château d'eau pour résoudre la question de l'eau. Nous avons reçu également 3 ou 4 CSPS en plus et une construction de 3 ou 6 classes d'école primaire. Alors, toutes ces infrastructures, effectivement, ont été, sont quelque peu, on pourrait dire, effectives. Hein? Adduction d'eau potable simplifiée, CSPS, école. Alors, on peut dire qu'à ce niveau, tout est mis en œuvre pour que les populations délocalisées vivent dans de meilleures conditions. Bon, il faut dire que les populations sont pratiquement 100% délocalisées et réinstallées dans les meilleures conditions. Nous sommes en train de gérer présentement plus ou moins les mesures d'accompagnement parce qu'au-delà de tout ce que je viens de citer, l'État s'est engagé, il faut le souligner, à nous accompagner, à nous assister pendant les 3 premières années de notre délocalisation. Donc nous sommes déjà dans ces mesures d'accompagnement, sinon en réalité, toutes les populations sont délocalisées, les sites d'accueil sont habités et équipés avec tout ce que j'ai dit comme mesure de l'État. Alors quand je vous écoute, j'ai envie de me demander finalement, est-ce qu'il y a des points non encore résolus? Non, dans le cadre du protocole qui nous lie avec le gouvernement, objectivement, il n'y a pas de point non résolu. Parce que le protocole est assorti d'un chronogramme qui suit l'exécution, qui suit la mise en œuvre. Et jusque-là, je peux dire que la coordination du projet et les populations affectées à travers leur structure, qui est le cadre de constellation, nous sommes parfaitement dans le timing qu'il fallait pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord-là. Parce que nous sommes en fin 2017 et nous sommes en train de finir le paiement des indemnités des terres cultivables. Après cela, nous allons aller aux indemnisations des sites d'accueil et avant de mettre en œuvre, comme prévu en 2018, les mesures d'accompagnement des populations sur les 3 années. Ça va s'étendre de 2018 à 2020. D'accord. Sur le volet indemnisation, effectivement, des terres agricoles, il y a encore des soucis, visiblement, des protestations. Les choses ne se passent pas comme souhaité par certains. Que dit le protocole d'accord sur ce point? Bon, le protocole d'accord dit que l'État s'engage à indemniser au montant, à la somme de 425 000 francs, toutes les terres qui se retrouvent à l'intérieur de la cuvette. Je précise que la cuvette du barrage est bien bornée. C'est-à-dire que ça a été délimité et ça a fait l'objet de bornage. Maintenant, toutes les terres cultivables qui sont à l'intérieur de cette cuvette-là seront évaluées à 425 000 francs l'hectare et payées par village. Aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, nous sentons des grognes de ceux-là qui sont malheureusement en dehors de la cuvette, qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la cuvette. Comment ça s'explique tout ça? Bon, parce que, honnêtement, les gens ont constaté que le barrage a rapporté aux populations affectées. Et ça fait des envieux, ça fait des jaloux. Et les gens pensent que bon, il y a de l'argent à prendre et il faut créer une situation pour pouvoir se faire entendre. Sinon, en réalité, il n'y a rien de tel. Ceux qui sont en train de grogner aujourd'hui peuvent peut-être déposer un document qui va justifier en quoi est-ce qu'ils sont réellement affectés par le processus de Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait des manifestations. S'il y a une raison, c'est à eux d'apporter, puisque nous sommes en train de travailler sur la base d'un fichier bien clair. Si les gens qui ne sont pas à l'intérieur de la cuvette veulent prétendre à une indemnisation, il va falloir bien qu'ils le prouvent. Parce qu'on n'indemnise pas tout azimut, il faut répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir prétendre à l'indemnisation. Comment pouvez-vous comprendre que des gens qui sont en dehors de la cuvette, des gens qui n'ont pas leur champ à l'intérieur de la cuvette, peuvent aujourd'hui prétendre à une indemnisation des terres? C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est bien dommage. Alors, on est en fin d'entretien. Un appel finalement par rapport à toutes ces situations, visiblement, les choses se passent bien. Et surtout par rapport à ces personnes qui, effectivement, semblent créer la grogne quelque part au sein de la population. Ça ne crée pas la sérénité. Ça ne crée pas la sérénité, effectivement. Ça ne facilite pas le travail. Et nous, ça nous déçoit un peu parce que, pour une fois, je crois quand même que le gouvernement burkinabé a fait des efforts. Quand on regarde la façon dont la lutte a été engagée, et de la façon dont le gouvernement s'est engagé à prendre une mesure exceptionnelle, parce qu'il faut préciser que l'enveloppe financière du projet était carrément consommée avant l'arrivée de ce gouvernement. Le projet fait autour de 74 milliards. L'enveloppe avait été entièrement consommée avec 3 avenants à la solde. Mais au-delà de ça, le gouvernement a fait un effort supplémentaire pour dégager 22 milliards et ces 22 milliards sont destinés spécialement aux populations affectées. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'à la fin du processus d'indemnisation, qu'une frange de la population se lève pour grogner, comme vous l'avez dit. En réalité, moi je crois que les gens font de la surenchère et ce n'est pas vraiment honnête. Moi je voulais profiter de cet entretien pour vraiment remercier les populations qui sont réellement affectées pour le sacrifice qu'ils ont consenti afin que ce barrage puisse avoir le jour. Je voulais profiter et remercier tous les chefs de village, les chefs de terre, les points focaux du cadre de concertation, les autorités du ministère de l'eau et la prématurée, parce qu'il faut reconnaître qu'au début du processus, le coordinateur du projet a fait une visite de terrain. Il a rencontré tous les chefs de village qui ont posé leurs doléances. Après, c'est le ministre de l'eau qui est parti sur le terrain, qui a rencontré toutes les composantes de la zone du barrage. Ils ont discuté, ils ont échangé. Et après, nous avons reçu le Premier ministre qui a écouté nos doléances avant que le protocole ne soit mis en œuvre. Donc aujourd'hui, il ne serait pas vraiment juste que d'autres personnes essaient de donner de la voix en dehors de tout ce que je viens de citer là. Merci. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Abdrahmane Ouattara, je rappelle que vous êtes le président du cadre de concertation des populations délocalisées dans le cadre du projet de construction du barrage de Samandeni. Et à vous écouter donc, les choses se passent bien sur cette question. L'État a respecté ses engagements et le chronogramme est bien respecté, c'est bien ça? L'État a respecté ses engagements. Nous, les populations affectées aussi, nous avons respecté nos engagements parce qu'il nous avait été demandé de livrer la cuvette d'eau le 31 mai. Nous avons pu le faire et je tiens à rassurer l'État également que nous avons destiné les indemnisations à ce qu'ils nous avaient dit. Nous avons construit des maisons, nous avons investi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre les populations réellement affectées et l'État burkinabé. Voilà. Merci encore une fois d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine. Bonne reprise de travail demain. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.